Vous pensez que votre argent en banque dort tranquillement? Évidemment que non. Votre banque l'utilise, en profite, gagne de l'argent dessus sur votre dos. Et tant que vous ne comprendrez pas comment les banques se rémunèrent sur vos dépôts, comment la monnaie fonctionne, vous laisserez chaque année des centaines, parfois des milliers d'euros sur la table. Pour comprendre tout ça, je reçois aujourd'hui Paul-Adrien Hippolyte, qui a fondé Spyco, une des prochaines fintech françaises dont vous allez entendre parler, et qui aide à faire travailler le cash des particuliers comme des entrepreneurs et à redistribuer ce qui aujourd'hui est largement accaparé par les banques. Salut Paul-Adrien. Salut Mathieu. Et bien, bienvenue sur cette chaîne, c'est la première fois que je te reçois. Avant de rentrer dans le concret, dans le fonctionnement des banques, fonctionnement des dépôts et l'argent qu'on laisse sur la table, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Parce que tu as un sacré parcours, tu es passé par de belles écoles et aussi à la direction générale du Trésor. Est-ce que tu peux nous expliquer? Avec plaisir. Donc moi j'ai un parcours d'économiste. J'ai intégré Normal Sup après avoir fait une classe prépa. À Normal Sup, j'ai étudié l'économie et la finance. Je me voyais plus faire de la politique économique, de la politique publique à l'époque. Donc j'ai intégré le corps des mines en sortie de Normal Sup. C'est là où j'ai rencontré mon associé Antoine actuel. Et ensuite, j'ai bossé dans le secteur public quelques années, à peu près 3-4 ans. D'abord à la Commission européenne, où j'étais détaché de l'administration française, et ensuite à la Direction générale du Trésor, comme tu disais, qui est une organisation de Bercy responsable de la politique économique, globalement, et particulièrement en partie de la réglementation financière. Donc comment on réglemente les banques, comment on réglemente les assurances, comment on réglemente les marchés aussi, donc les places boursières, les traders, etc. Moi, j'étais sur la partie marché, et donc je m'occupais de ce qu'on appelle la réglementation des marchés d'instruments financiers, ce qui veut dire concrètement les marchés actions, les marchés obligataires, les marchés de produits dérivés. Et j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près, avant de créer Spyco début 2023. On va revenir après sur la création de Spyco et de pourquoi cette fintech aujourd'hui. Avant ça, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on laisse de l'argent en banque? Parce que je pense que la majorité des gens ne savent pas forcément. Est-ce que cet argent d'ailleurs, eh bien, il nous appartient encore? Alors l'argent en banque, donc concrètement ce qu'on a sur notre compte courant, toi et moi, ce que n'importe quelle entreprise a, d'un point de vue économique, c'est ce qu'on appelle un dépôt bancaire. Un dépôt bancaire, qu'est-ce que c'est? C'est une créance sur le bilan de la banque. Une banque, c'est un organisme financier dont le principal métier est de faire des crédits et de façon plus annexe potentiellement des placements. Donc ce qu'on détient quand on a un dépôt bancaire, c'est une créance sur la banque et généralement c'est structuré sous la forme d'un compte courant, ce qui nous permet de faire des paiements avec, des virements, des paiements par carte, etc. Donc quand on est créancier de la banque, ça veut dire qu'en fait, on est prêteur à la banque. Exactement. Il y a une garantie des dépôts qui est in fine une assurance en dernier ressort étatique qui couvre en France 100 000 euros par établissement. Donc ça, c'est en quelque sorte un prêt à l'État, enfin une assurance de l'État, en tout cas un dernier ressort. Au-delà de ça, on est créancier de la banque, donc créancier sur le bilan de la banque. L'argent que je mets à la banque sur mon compte courant appartient à la banque et sur le bilan de la banque. Et donc la banque ensuite peut l'utiliser, peut-être pas, bon, il doit y avoir des règles évidemment, mais que fait la banque de cet argent et comment elle se rémunère dessus? Ouais, il y a effectivement des règles, comme tu le soulignes. Les deux principales, c'est donc les banques sont des établissements très régulés, avec des régulateurs qui vérifient que ces règles sont appliquées. Les principales règles, c'est des règles de fonds propres et des règles on appelle ça des ratios de liquidité. Donc le fonds propre, c'est assez simple. Une banque avec les dépôts qui sont de notre point de vue une créance et de son point de vue une dette, elle va faire des choses, des placements, des crédits, etc. Et elle va devoir garder un certain montant minimum de fonds propres dans son passif par rapport aux dettes. Ce ratio de fonds propres, il est déterminé en fonction de ce que font les banques avec. Donc plus elles prennent de risques, plus elles doivent avoir des fonds propres importants en face. Première règle. Deuxième règle, le ratio de liquidité. Comme notamment les dépôts qui sont nos dépôts dans les banques sont dus tout de suite, ils sont liquides, les ratios de liquidité veillent à ce qu'elles aient suffisamment d'actifs liquides pour pouvoir honorer ces retraits typiquement, et donc la liquidité des dépôts. Une fois ces deux règles respectées, elles font des choses avec. Donc elles placent l'argent dans des titres plus ou moins risqués, elles font des crédits plus ou moins risqués, et la notion de risque, elle est multivariable, disons. Dans les notions de risque importantes, il y a le risque de crédit. Donc quand je prête à quelqu'un, quelle est la qualité de crédit, donc la capacité de la personne, que ce soit un être humain, une entreprise, à me rembourser. Il y a aussi la notion de ce qu'on appelle dans le vocabulaire financier la duration. De façon plus prosaïque, c'est la notion d'échéance, de maturité. Si je fais un crédit à 30 ans, il est plus risqué qu'un crédit à un jour. Et enfin, il y a la notion de liquidité. Notamment dans le monde financier, si je fais des placements, selon les titres dans lesquels je place l'argent, ils sont plus ou moins liquides, en tout cas historiquement, et donc plus ou moins risqués. Un actif plus liquide, toute chose égale par ailleurs, est moins risqué, parce que je peux le vendre facilement, sans grosse décote, et donc récupérer l'argent pour rembourser mon créancier, typiquement. Concrètement, voilà, je mets 100 sur mon compte courant. En général, que va faire la banque avec ces 100? C'est très variable, parce qu'il existe différents... Enfin, les banques ont des bilans qui sont assez différents. Tu as des banques qui sont très portées sur le crédit, typiquement.
Parfois, elles sont même très portées sur le crédit sur une catégorie spécifique. Prenons un exemple un peu, malheureusement qui a mal tourné, mais Silicon Valley Bank aux États-Unis, que certains connaissent dans le monde des startups, était très spécialisé dans accueillir des dépôts de startups typiquement et transformer ça dans du crédit plutôt corporate ou dans des placements obligataires. Il y a plein de banques différentes. Globalement, en France, la caractéristique commune de toutes les banques, c'est qu'elles sont très grosses. Donc, elles font du crédit un peu à toute l'économie. Ça peut être du crédit aux particuliers à la conso, du crédit à l'immobilier, ça peut être du crédit aux entreprises, et elles font aussi des placements. Dans les placements les plus sûrs qu'elles font, elles placent dans des titres, on appelle ça de dette souveraine. Donc, typiquement en France, l'État français émet 2 grandes catégories de titres, les OAT et les BTF. Les OAT, c'est les obligations du Trésor français à des maturités plutôt longues, supérieures à 1 an. Donc ça, c'est pour financer la dette. Exactement, financer la dette. Et les BTF, bons du Trésor français, sont à maturité plus courte, typiquement 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et là, ils servent à financer moins les dépenses de long terme, on va dire, que le fonds de roulement de l'État. Et globalement, cette structure, on la retrouve aussi au niveau des entreprises, aussi au niveau des banques. Donc les placements prennent différentes formes selon les créanciers et selon la maturité typiquement. Les banques, elles ont accès à un compte que nul particulier, nulle entreprise peut avoir à part elle, un compte auprès de la Banque centrale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et comment, à minima, elle peut, en fait, sur nos 100, se rémunérer actuellement autour de 2%? Donc de la même manière que nous, on a des comptes courants à la banque, quand je dis nous, c'est nous particuliers ou entreprises, etc. Les banques centrales, elles, ont un autre type de compte courant. Les banques commerciales, pardon. Et effectivement, tu fais bien de le souligner, ont un autre type de compte auprès de la banque centrale pour le coup. La banque centrale, il n'y en a qu'une. Dans la zone euro, c'est la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. Globalement, il y en a une par juridiction monétaire. Toutes les banques ont un compte dans lequel elles peuvent placer des liquidités. Ces liquidités, elles prennent un nom, on les appelle des réserves. D'un point de vue financier, c'est comme ça, c'est le nom dans le jargon financier. Et la caractéristique du compte courant des banques commerciales à la Banque centrale, c'est qu'il est rémunéré à un taux qui s'appelle le taux de la facilité des dépôts et qui est défini, on va dire, ex nihilo par la Banque centrale. Donc actuellement, il est de 2% dans la zone euro. Il était beaucoup plus élevé ces dernières années et de manière générale, il évolue en fonction des tendances inflationnistes ou déflationnistes de l'économie. Plus il y a d'inflation, plus les taux directeurs de la Banque centrale sont rehaussés par la Banque centrale, moins il y a d'inflation, voire de la déflation, plus ils sont baissés. Et l'idée générale, c'est d'encourager la création monétaire par ce système. Et donc, finalement, une banque, on va dire à minima, elle fait ça avec notre argent. Voilà, le plus simple, entre guillemets, qu'une banque commerciale puisse faire, c'est prendre notre argent et le mettre dans son compte à la Banque centrale. Donc, son compte rémunéré, Exactement. alors que finalement, nous, notre compte courant, il n'est pas rémunéré. Bien sûr. Et le sujet qu'on a, on en parlera plus tard, c'est ça qu'on a vraiment démarré avec Spyco, c'est comment généraliser à tout le monde l'accès, non pas à un compte à la Banque centrale, parce que c'est pas nous qui pouvons le décider, mais à la rémunération au taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale, pour tout un chacun. Le plus simple que la banque puisse faire, c'est le placer effectivement dans ce compte à la Banque centrale et donc avoir au jour le jour une rémunération d'un taux de 2% annualisé. Évidemment, c'est pas une banque commerciale n'est pas censée ne faire que ça. Son métier, c'est quand même de faire du crédit avant tout. Donc de transformer des dépôts dans des choses plus productives du point de vue de l'économie. Et c'est bien sûr ce qu'elles font, mais une bonne partie de leur bilan, en fait, donc une fraction de nos dépôts, est conservée dans ces comptes et rémunérée au jour le jour, du coup, par la Banque centrale, et la banque commerciale en bénéficie, puisque dans l'extrême majorité des cas, elle ne redistribue pas ce taux sur les comptes courants des particuliers ou des entreprises. Et ça, c'est très important, je trouve, de le noter parce que, par exemple, du coup, ça veut dire que si on a 10 000 euros aujourd'hui sur son compte courant, la banque, à minima, va faire un truc très simple, donc se rémunérer dessus à 2% par an. Donc, c'est-à-dire à 200 euros par an. Parfois, on voit le coût réel de notre banque. Bon, c'est les frais de carte bleue, c'est les autres frais bancaires, etc. On dit que les frais bancaires moyens par Français par an, c'est à peu près 200-250 euros. Si j'ai 10 000 euros sur mon compte courant, il y a un manque à gagner aussi de, actuellement, 200 euros par an. Le manque à gagner total, c'est pas 200 ou 250 euros par an, c'est 450 euros par an finalement, si on prend ce calcul-là. Et évidemment, là, donc c'est avec 10 000 euros, plus on a d'argent sur un compte courant, plus il y a un manque à gagner énorme. Et ça, c'est très vrai aussi pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils peuvent avoir, nous on en voit parfois chez Saint-Investir Conseil, 200, 300, 500 000 euros sur un compte courant non rémunéré. Parfois, il y en a qui peuvent lever des fonds ou autres, c'est des millions. Là, il y a un énorme manque à gagner sur ça. Ouais, colossal. Donc, un autre calcul, c'est si on a 1 million d'euros sur un compte courant non rémunéré,
bah, on passe à côté de 20 000 euros par an. C'est énorme. Il faut repenser les frais bancaires. C'est-à-dire que je suis un entrepreneur, je paye 100 euros par mois à ma banque. Imaginons, je me dis, oh, c'est super cher. Mais si j'ai 1 million d'euros qui me font passer à côté de 20 000 euros par an, c'est ça le vrai coût de ma banque. C'est ça Et la banque va encaisser sur mon dos 20 000 euros par an. Donc ça, je trouve que c'est super important d'expliquer ça. C'est une forme de rémunération phare pour les banques, pour les néobanques. Et donc, on a vraiment quelque chose de non accessible jusqu'ici qui devient un peu plus accessible, et notamment avec Spyco. Cette rémunération finalement très court terme qui, sur la durée, en fait, peut représenter des sommes assez colossales. Absolument. En ce moment, les taux sont à 2%, mais si on se rappelle, il y a un an et demi, ils étaient à 4%. Donc, tu vois, le 20 000 euros sur 1 million de dépôt de coût d'opportunité par an que tu perds, littéralement, et que tu laisses à ton établissement bancaire, il était de 2 fois de ça. Donc, c'est des sommes vraiment colossales. C'est important de souligner, comme tu le fais, que ce ne sont pas que les banques, au sens strict du terme, qui ne rémunèrent pas les dépôts. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont développés, notamment dans le monde fintech, que sont des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique, qui ont exactement les mêmes pratiques. Et donc un modèle de rémunération, quand bien même ils ne font pas de crédit, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, seules les banques, qu'on appelle les établissements de crédit d'ailleurs dans le jargon, ont la possibilité de faire du crédit et sont régulés comme tels. Eux aussi se rémunèrent grassement, entre guillemets, de cette façon, puisqu'ils arrivent à négocier, soit ils placent les réserves dans des bons du trésor et ils ont directement ce taux, soit ils le placent dans des comptes de courtonnement bancaire, mais ils négocient auprès des banques une rémunération qui est très proche du taux de la BCE. Donc tous les établissements de paiement, les comptes pro, etc., que vous utilisez, qui ne rémunèrent pas votre trésorerie, touchent en réalité eux cet argent et fonctionnent de fait de ce point de vue exactement comme des banques, dans ce que tu décrivais. J'avais entendu une fintech en 2023, 75% de son chiffre d'affaires, c'était grâce au dépôt de ses clients. Donc on se dit, le business model, c'est quoi? C'est l'abonnement facial qu'on voit? Non, non. Il y a des choses qui se passent derrière. Donc à part ces dépôts, est-ce qu'il y a d'autres grosses sources de revenus pour les banques? Absolument. Donc d'une part, les banques, comme les établissements de paiement dont on parlait juste avant, gagnent aussi de l'argent lorsque vous payez par carte. C'est ce qu'on appelle dans le monde des paiements l'interchange. Donc quand vous faites un paiement par carte, typiquement les cartes vont être avec des réseaux comme Visa, Mastercard, Amex aussi qui en a un alternatif. Non seulement le réseau touche de l'argent, mais surtout la banque ce qu'on appelle ça la banque émettrice, c'est-à-dire votre banque. Et donc ça, c'est encadré en Europe. Aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus important parce qu'il y a moins de réglementation. Mais ça représente une partie significative de la rémunération des établissements de dépôt comme des banques. Donc à chaque fois que je fais un paiement par carte bancaire, en fait, c'est comme un péage, Elle touche une partie. Exactement, elle touche une partie. En fait, vous payez 1, le commerçant va toucher 1 moins quelques pourcents. Typiquement aux États-Unis, ça va être 3%. En Europe, ça va être moins que ça, au moins moitié moins, mais enfin, c'est quand même significativement moins. Et cette différence, elle va être grosso modo répartie entre votre banque, qui touche d'ailleurs l'essentiel, le réseau Visa Mastercard que vous utilisez, qui supporte la carte, et la banque du commerçant, pour le coup, qui aussi prend une partie. Donc ça, c'est une source de rémunération significative et qu'on ne voit pas, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas le détail sur une facture d'un commerçant de combien notre banque a pris, etc. Donc c'est une sorte de rémunération aussi un peu cachée, comme ce que tu disais sur la partie sur les dépôts, sur le stock. Et l'autre gros modèle évidemment de rémunération pour le coup spécifique aux banques, c'est la partie transformation des dépôts, comme on disait au début. La banque va transformer vos dépôts, c'est-à-dire faire du crédit, potentiellement aussi faire des placements financiers, mais enfin le cœur du truc c'est le crédit. Et avec 1 euro de dépôt, elle va pouvoir faire un multiple en crédit, quoi. Parce que les banques, il faut bien comprendre que elles ont un pouvoir magique. Elles ont un pouvoir de création monétaire, c'est vraiment le privilège des banques. Enfin, de la même façon qu'elles ont le privilège d'accès à la banque centrale et donc la facilité de dépôt, donc le compte courant dont on parlait à la banque centrale, le refinancement aussi à la banque centrale, parce qu'elles peuvent apporter des titres en collatéral pour emprunter auprès de la banque centrale en continu. Elles ont cette capacité à faire du crédit, qui est essentiel dans l'économie, évidemment, hein, pour financer l'immobilier, pour financer la consommation, pour financer le développement des entreprises. Ce crédit repose en grande partie sur les dépôts. Donc sur l'argent que vous avez dans la banque. Pourquoi en grande partie? Parce que c'est la source de financement principale de la banque. C'est pas la seule, hein. Elle peut emprunter sur les marchés, emprunter auprès de la banque centrale, même si c'est collatéralisé, donc il n'y a pas l'effet multiplicateur dont on parlait. Mais globalement, grâce à vos dépôts, elle fait des crédits, quoi. Et un multiple, évidemment, de cela, puisque les banques sont, dit dans le jargon financier, des établissements leveragés. Elles ont un montant de fonds propres donné et beaucoup de dettes au-dessus. Ce montant de fonds propres, il est minimum. La réglementation impose un certain minimum. Il peut être un peu supérieur à ce que la réglementation impose. Et au-dessus de ça, c'est la dette, quoi.
Donc, il y a un effet multiplicateur dans le bilan d'une banque qui est essentiel. Effectivement, je mets 100 sur mon compte courant à la banque. En fait, elle peut peut-être prêter 1000. Bon, il y a des multiples, il y a une réglementation autour de ça. En créant en fait 900, ex nihilo on dit, donc à partir de rien, c'est juste digital. En fait, c'est une ligne numérique qu'elle va créditer sur le compte de celui qui a emprunté. Exactement. Et le crédit crée de nouveaux dépôts bancaires et donc augmente la taille du bilan de la banque, mécaniquement. Et ces dépôts-là, donc s'ils sont mis encore une fois sur d'autres comptes courants, Mm. à minima, ce qu'elle va faire, c'est placer à la banque centrale toucher le taux de la BCE. Et toucher le taux. Au jour le jour, de façon liquide, sans risque, garanti. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'est assez magique, quoi. J'ai un client qui me dépose 100, mais en fait, la banque va faire travailler 1000 pour elle. Exactement. Et tout ça avec de l'argent qui ne lui appartient pas à la base. Qu'elle a créé, exactement. Fondamentalement, le business de la banque, c'est la différence entre ce qu'elle touche sur du crédit et ce qu'elle paye sur des dépôts. Si elle peut payer 0 sur des dépôts, donc dit autrement, ne pas rémunérer votre argent sur votre compte courant, c'est un super business. Si elle doit rémunérer votre compte courant au taux de la BCE, la banque ne disparaît pas pour autant, parce qu'elle va faire plus d'argent sur le crédit. Et elle garde le même modèle économique finalement qui est se rémunérer en vertu de la différence entre le rendement de ses actifs, et donc le coût du crédit notamment, et la rémunération de son passif, donc disons des dépôts pour simplifier. Et du coup, est-ce que ça marche pareil quand je verse de l'argent sur mon livret A? Plus ou moins pareil. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, le livret A, c'est un livret d'épargne qu'on appelle réglementé. Donc il est extrêmement encadré au niveau de sa rémunération, qui est fixée par le ministère des Finances, et dans le fonctionnement et autrement dit l'allocation de l'argent qui est dessus. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, en fait, le livret A fonctionne avec les banques qui vous les proposent et la Caisse des dépôts, qui est un organisme public dont une des missions est le financement du logement social. Donc il y a une partie de l'argent que vous déposez sur votre livret A qui est transférée par votre banque à la Caisse des dépôts, qui agit elle-même comme une banque et autrement dit fait des crédits aux bailleurs sociaux pour financer le logement social. En contrepartie de ça, elle verse des intérêts qui servent à rémunérer votre livret A. Soit dit en passant, l'intégralité des fonds qui sont sur le livret A ne sont pas transférés à la Caisse des dépôts. La banque en garde une partie et a quelques obligations là-dessus, notamment financer les entreprises. Donc il me semble que l'essentiel doit aller en crédit à des PME, si ce n'est la totalité. Et donc c'est un produit d'épargne extrêmement encadré finalement qui alloue l'argent pour financer du logement social dans sa majorité, mais pas en totalité. Alors, bon, le livret A, lui, il est rémunéré. Je pense que surtout le gros problème aujourd'hui, c'est tous les comptes qui sont surtout non rémunérés. En France, on a 750 milliards d'euros qui sont sur des comptes à vue, des dépôts à vue, donc la majorité non rémunérés. J'ai fait le petit calcul d'ailleurs, c'est à peu près 15 milliards d'euros par an à aller chercher pour les foyers français si on reste sur du 2% par an au taux de la BCE. Et donc c'est un peu plus de 500 euros par an par foyer français, finalement, de manque à gagner chaque année. Pourquoi cet argent, selon toi, ne revient pas aux clients? De mon point de vue, c'est essentiellement pour 2 raisons. Premièrement, un sujet d'éducation financière. À mon avis, c'est le plus important. C'est pour ça que ce podcast a, je trouve, une utilité sociale, quoi, au-delà de l'intérêt de présenter Spyco, en ce qui me concerne. Deuxièmement, pour une raison désolé de l'anglicisme, mais de product gap, quoi. Il n'y a pas nécessairement dans le marché, à présent, une offre très structurée qui permet aux clients, s'ils le souhaitent, une fois qu'ils ont compris ce système, une fois qu'ils ont l'information, de rémunérer facilement leurs dépôts au jour le jour, en gardant des caractéristiques importantes que sont notamment la liquidité. Parce qu'il existe des façons de rémunérer ces dépôts dans le système bancaire en France, ce qu'on appelle les comptes à terme, qui sont très connus globalement, mais les comptes à terme ont beaucoup de rigidité. Ils ont des échéances, donc il faut bloquer son argent sur un horizon de temps qui est contractuel, négocié avec son banquier. Il faut, si on veut le retirer avant l'échéance, parce que on a un imprévu, on a besoin de cet argent, respecter un préavis d'1 mois. Donc l'argent est illiquide pendant 1 mois. Et en plus de ça, attention aux astérisques, etc. Il y a typiquement des pénalités. Donc les intérêts que vous avez accumulés sur la période, vous ne touchez pas forcément le taux qui était prévu, voire il existe des comptes à terme où vous avez 0 intérêt, quel que soit le temps que vous avez bloqué votre argent, si vous le retirez avant l'échéance contractuelle. Et par ailleurs, les taux ne sont pas toujours très intéressants, hein. Ils dépendent, en réalité, nous on observe un écart type très important. Il dépend essentiellement de la taille du client, de son intérêt aux yeux du banquier et de sa capacité à négocier, globalement. Donc, vous n'avez pas du tout systématiquement le taux de la BCE dont on parlait avant sur vos dépôts rémunérés, hein.
Souvent, il y a des offres promotionnelles pour attirer les clients, mais après, ça baisse assez rapidement. C'est les deux choses vraiment importantes. Pour résumer, l'éducation financière, savoir comment le système financier et monétaire fonctionne, qu'est-ce que le taux sans risque, donc ce qu'on a discuté avant avec le taux de facilité des dépôts, et ensuite, comment y accéder. Et donc là, c'est vraiment une question de développement, entre guillemets, industriel d'offres produits. Et c'est pour ça que nous, on est rentré sur ce marché avec Spyco en 2023. C'est qu'on s'est rendu compte que l'offre produit était très limitée. Et que quand bien même les taux avaient été drastiquement augmentés depuis en fait, le premier trimestre 2022, avec la reprise de l'inflation post-Covid, le contexte de guerre en Ukraine, etc., accéder à des taux sans risque, à la rémunération des dépôts, c'était compliqué. Donc c'est pour ça que tu as créé Spyco. Est-ce que tu peux expliquer du coup le fonctionnement de Spyco, comment ça marche et comment vous essayez de rendre du coup ce taux sans risque aux particuliers comme aux chefs d'entreprise? Absolument. Donc, il n'y a pas de, pour revenir sur ce qu'on disait avant, il n'y a pas de contournement direct du système monétaire où seule la banque commerciale a son compte à la banque centrale et donc ses dépôts rémunérés au jour le jour. La seule façon d'avoir l'équivalent, c'est si vous êtes capable d'aller voir votre banquier et de lui dire « je veux exactement la même chose » et d'imposer ça dans une négo. Il est vrai que certains y arrivent. Des très grandes entreprises, de grosses institutions financières avec des banques, non pas de dépôt, mais des banques dépositaires, ont accès à du cash rémunéré quasiment et parfois même aussi bien que le taux de la banque centrale. Mais c'est le privilège, entre guillemets, d'un très petit nombre de gens, d'institutions. Enfin, cela étant dit, comment créer en fait une alternative qui permet de rémunérer les dépôts? Donc, ce n'est pas des dépôts à proprement parler, comme on va le voir, mais en tout cas de donner un accès au plus grand nombre, aux particuliers, aux entreprises, quelle que soit leur taille, etc., au taux sans risque. Nous, on s'est inspiré de ce qui a été développé aux États-Unis, en réalité, il y a assez longtemps. Pour la petite histoire, ça a démarré dans les années 70. Il y avait deux entrepreneurs américains qui se sont rendus compte, donc je vous la refais rapidement, l'époque c'est contexte inflationniste, choc pétrolier, etc. Donc un peu analogue à ce qu'on a connu en 2022. Les taux étaient plus élevés et deux entrepreneurs américains se sont dit comment on peut rémunérer, enfin donner accès en fait au taux sans risque à tout un chacun. Et les banques ne le faisaient pas à l'époque et ne le faisaient pas notamment parce qu'elles avaient aussi des contraintes réglementaires héritées de la crise des années 30 qui avait limité la capacité des banques à rémunérer les dépôts. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui les fonds monétaires, ou money market fund, dans le monde anglo-saxon, qui sont des fonds de placement collectif qui, du coup, poolent du capital, de l'argent, l'équivalent de dépôts qu'il y a dans les banques, et l'allouent ou l'investissent uniquement dans des actifs dits sans risque, donc de très court terme, avec le risque de crédit le plus faible possible. Et ces actifs, pour être concret, c'est ce qu'on appelle des bons du trésor. Donc, c'est des titres de dette émis par des entités souveraines, des États, sur des échéances extrêmement courtes. Et pourquoi ces titres sont vraiment intéressants? Pour 3 raisons. 1, ils sont émis à peu près, et on peut le vérifier empiriquement, historiquement, au taux des banques centrales. Donc, au fameux taux de rémunération de la facilité des dépôts. Deuxièmement, ils ont les mêmes propriétés d'un point de vue financier qu'un compte à la banque centrale. Pourquoi? Parce que la contrepartie, c'est l'État, une institution publique. Donc le risque de défaut, il est inexistant, ou alors c'est le risque de défaut ultime du système monétaire actuel. Il est de très court terme, parce que comme on l'a dit, ce sont des titres qui sont émis sur des échéances très courtes, 1 mois, 3 mois, etc. Et il est hyper liquide parce que c'est l'actif financier un peu suprême qui s'échange le plus dans le système financier et qui sert aussi, on dit, de collatéral, donc d'instrument pour se refinancer. Une banque, quand elle veut se refinancer auprès de la banque centrale, par exemple, elle va apporter des titres, et ces titres, ça va être idéalement les titres les moins risqués possibles, donc les bons du trésor, et les met en gage, exactement. Beaucoup d'autres acteurs, autres que les banques, font la même chose. C'est vraiment un peu l'actif ultime de réserve du système financier pour tout le refinancement, globalement. C'est des actifs hyper intéressants si on y a accès, et ça pose ensuite une autre question qui est l'accès aux bons du trésor dans le système financier actuel, via les courtiers, etc., pour rémunérer son argent au taux de la banque centrale. Donc ce que fait le fonds monétaire, c'est qu'il rassemble de l'argent de plein d'épargnants, de trésoriers, etc., et il achète uniquement ces titres-là, uniquement des bons du trésor. Donc très court terme, très liquide, sans risque de crédit. Et ça crée un produit qui est hyper intéressant parce qu'il rémunère votre trésorerie au jour le jour. Il est toujours liquide, donc vous pouvez sortir votre argent n'importe quand. Grosse différence avec les comptes à terme dans les banques. Et son risque est minimal, quoi. Sachant que le risque zéro dans le système financier, c'est un risque de défaut du souverain, qui concerne en fait les banques. Fondamentalement, si vous réfléchissez au risque que vous avez en laissant de l'argent dans une banque, jusqu'à 100 000 €, c'est du risque souverain, étatique, parce que vous avez la garantie des dépôts. Et au-delà de 100 000 €, vous avez un risque sur la banque. Même si la banque dit votre capital est garanti,
il est garanti par la signature de la banque et donc la qualité du bilan de la banque. Si la banque fait défaut, prenez SVB, Silicon Valley Bank aux États-Unis, votre argent n'est pas garanti, sauf si, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis sur ce cas précis. En dernier ressort, le régulateur, l'État intervient et dit « je garantis tous les dépôts au-delà même du montant minimal de la garantie classique ». Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Toutes les startups auraient perdu leur argent, enfin pas tout leur argent parce qu'il y aurait eu une procédure de faillite et une recovery sur les actifs, mais ils auraient eu sans doute des pertes en capital. Ils ont laissé couler la banque, mais pas les entrepreneurs qui avaient des comptes chez SVB. Voilà, ils ont décidé, donc c'est arrivé un vendredi, j'ai des amis qui avaient de l'argent dans cette banque, des amis entrepreneurs aux États-Unis. Le vendredi, ils n'avaient plus accès à leur argent, le site de la banque ne fonctionnait plus. Le temps du week-end, ils ne savaient pas ce qui se passait. Certains sont allés devant les bureaux de la banque dans la ville où ils habitaient, essayer de... et c'était fermé, il y avait juste des journalistes devant pour leur poser des questions. En dernier ressort, c'est-à-dire dimanche, assez tard, le régulateur américain a dit qu'il garantissait l'intégralité des dépôts. Aux États-Unis, la garantie, je crois, c'est $250,000 versus 100 000 euros en France. Là, ils sont allés jusqu'à garantir 100%, peu importe le montant. Mais c'était exceptionnel. Autrement, tous ces gens auraient perdu de l'argent, quoi. Du coup, pour revenir sur les bons du Trésor, j'imagine évidemment que moi, particulier ou moi, chef d'entreprise, j'ai pas accès directement à ces bons du Trésor. Donc, si je veux rémunérer ma trésorerie, je dois forcément passer par ce genre de fonds monétaires. C'est possible d'acheter des bons du Trésor en direct, si vous avez accès à un courtier qui vous le propose. En pratique, c'est relativement difficile et ça pose aussi une question opérationnelle. D'abord, sur le premier point, sur l'accès, si vous êtes un courtier particulier, il faut vraiment chercher pour trouver des courtiers qui vous proposent d'acheter des bons du Trésor. J'imagine qu'il y a un ticket d'entrée énorme, non? 100 000 euros, non? C'est pas forcément toujours le ticket d'entrée, ça c'est assez variable, mais c'est plutôt il y a peu de courtiers qui le proposent concrètement, et ceux qui le proposent sont avec des expériences utilisateurs et des interfaces assez compliquées, quoi. Donc c'est pour un public déjà averti. Quand vous êtes une entreprise, les très grosses entreprises, donc du CAC 40 par exemple, ont des desks de trading et savent directement acheter des bons du Trésor si elles le souhaitent. Mais les entreprises de plus petite taille, donc l'immense majorité des entreprises, n'ont pas cet accès, quoi, donc ne peuvent pas le faire. Et deuxièmement, au-delà de l'accès, ce que je disais juste avant, il y a aussi une question opérationnelle. Les bons du Trésor, ils ont des maturités très courtes. Donc en fait, c'est assez pénible concrètement de les acheter parce qu'il faut tout le temps les renouveler. Combien en moyenne de maturité? Les tranches, généralement, c'est 1 mois et 3 mois. Aux États-Unis, il y a beaucoup de tranches sur 1 mois, donc c'est vraiment hyper court terme. En Europe, on trouve beaucoup de 3 mois. Mais en fait, ce que vous devez faire à chaque fois que ça arrive à maturité, c'est racheter la tranche suivante, etc. Donc, il ne faut pas louper le coche, machin. L'intérêt du fonds monétaire, c'est qu'il fait ce travail à votre place. Et en plus, comme il est gros, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi tous les autres trésoriers, épargnants, etc. qui l'utilisent, il va diversifier les placements sur plein de bons du Trésor différents. C'est pas tant une logique de diversification du risque, parce que tous les bons du Trésor ont un risque de défaut. Nul, globalement. Mais c'est plus une logique, comme le bon du Trésor est quand même valorisé tous les jours à sa valeur de marché et peut avoir des petites déviations par rapport à son rendement, disons, linéaire. Plus vous en avez, plus vous lissez ces petites déviations qui peuvent exister. Donc, passer par des fonds monétaires, c'est intéressant pour le roll automatique, donc le rachat des bons du Trésor qui est fait par le fonds et qui n'est pas fait par vous, et pour le côté diversification grâce à une grosse masse d'épargnants, de trésoriers, de capital globalement qui travaillent là-dedans, qui vous aussi, au passage, permet souvent d'avoir des conditions contractuelles avec les courtiers qui achètent les bons du Trésor un peu meilleurs. Généralement, les fonds ont des frais de transaction beaucoup plus faibles que ce que vous allez avoir en direct. Donc ça a un intérêt pour ça. La chose qu'il faut avoir en tête, néanmoins, c'est que vous payez des frais de gestion. Donc les frais de gestion des fonds monétaires, globalement, sont assez bas, mais ils sont non nuls. Donc la contrepartie de ce service que vous rend le fonds, ce sont les frais de gestion que vous payez concrètement. Et du coup, où est-ce que Spyco s'insère dans cet écosystème et qu'est-ce que vous faites chez Spyco? On a démarré en 2023. On a traité exactement le problème dont on a parlé abondamment. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on crée des nouveaux fonds monétaires. On a créé des nouveaux fonds. C'est une grosse différence avec beaucoup d'acteurs fintech qui sont entre guillemets juste des courtiers. Nous, on a vraiment internalisé la partie création, conception des produits, en plus de la partie courtage, distribution. Et donc, on a créé pour démarrer 2 fonds monétaires, un dénominé en euros, un dénominé en dollars, avec plein de choix financiers et techniques qui, selon nous, sont pertinents. Un de ces choix, c'est de n'utiliser que des bons du Trésor comme sous-jacents. Donc là, sur la partie vraiment financière. Beaucoup de fonds monétaires, en euros notamment, prennent en réalité du risque de crédit. Donc ne font pas que mettre l'argent dans des bons du Trésor, ils le mettent aussi dans l'équivalent, c'est-à-dire des dettes de très court terme émises par des entreprises ou des banques.
Généralement, c'est des grandes entreprises ou des grandes banques, donc le risque de crédit, de défaut est limité, mais il est non nul. En tout cas, il est supérieur à celui de l'État. Nous, on a choisi d'avoir vraiment les produits, de ce point de vue-là, les plus propres, entre guillemets, possibles. Ensuite, on a fait des monétaires de court terme, donc avec des maturités résiduelles moyennes, des portefeuilles, des bons du trésor qu'on détient dans le portefeuille qui est très courte. Ça, c'est pour éviter le risque de taux. Si demain, subitement, la Banque centrale augmente les taux, vous voulez éviter un impact sur le prix de ces bons du trésor qui pourrait engendrer en valeur de marché une baisse de la valeur de votre capital. C'est quelque chose qu'on veut absolument éviter pour que les clients puissent avoir tous les jours des rendements positifs et que la garantie de préservation du capital soit très forte dans le produit. Et ensuite, on a créé plein de briques techniques pour les distribuer de façon plus intelligente et faciliter l'accès à ça. Donc une interface utilisateur auquel les gens accèdent s'ils créent leur compte sur notre site internet, spaico.io. Une API aussi pour permettre à des fintechs de distribuer ces produits en marque blanche, pour permettre aussi à des particuliers ou des entreprises qui veulent automatiser des opérations de dépôt et de retrait de pouvoir le faire, etc. Les gens qui nous écoutent peuvent créer un compte Spaico, faire un versement depuis leur compte courant qui n'était pas rémunéré jusqu'ici et dont ils n'ont pas besoin tout de suite parce que bon, il faut quand même s'ils ont leur carte bancaire par exemple sur leur compte courant, il faut de l'argent. Faire un versement vers Spaico, c'est ça. Et puis ensuite, du coup, ça sera investi dans votre fonds monétaire à vous qui a été créé comme tu viens de le décrire. C'est ça. Et en fait, il n'y a même pas pour être précis, il n'y a même pas d'étape intermédiaire où l'argent transite par notre bilan en tant que courtier. C'est jamais le cas. Quand les clients font des dépôts, ils les font directement vers la banque dépositaire des fonds monétaires, autrement dit vers le custodian des fonds. Ce qui fait qu'il y a même un instant de raison, jamais d'exposition d'un point de vue financier à notre bilan à nous, et donc aucune exposition vis-à-vis de Spaico. Et pareil pour les retraits, ils vont directement de la banque dépositaire vers leur compte de paiement ou leur compte courant. Et on a créé, notamment pour les entreprises, une fonctionnalité de retrait instantané. Tu le disais, il faut toujours avoir un peu d'argent sur le compte de paiement ou le compte courant. Vraiment réduire ça au strict minimum. Parce que grâce à notre fonctionnalité de retrait instantané qui fonctionne 24/7, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez faire un retrait du fonds monétaire vers votre compte et donc honorer n'importe quel paiement qui arrive le lendemain, typiquement. Donc on essaye de vraiment minimiser la frontière entre le compte courant ou le compte de paiement et le fonds monétaire le plus possible pour que ce soit vraiment une expérience complètement intégrée. Et du coup, les intérêts, ils sont versés quand Est-ce que c'est tous les ans comme le livret A ou c'est plus récurrent? Non, c'est tous les jours, ouvrés, en sachant que par exemple le vendredi, ça capitalise les intérêts du week-end. Donc c'est tous les jours en fin de journée. Et ça, c'est un intérêt assez important par rapport à évidemment les comptes à terme qui ne versent les intérêts qu'à l'échéance du contrat généralement. Parfois qu'ils ne versent même pas si on sort du dépôt à terme, du compte à terme avant l'échéance. Et aussi vis-à-vis par exemple des livrets réglementés ou des livrets d'épargne dans le système bancaire qui ont des systèmes de quinzaine où ils versent en fait les intérêts que si vous êtes entré sur la quinzaine qui va bien. Donc selon le timing de vos dépôts, vous pouvez perdre en fait des intérêts. Chez nous, c'est pas le cas parce que les intérêts sont vraiment tous les jours sur la base de vos dépôts, de votre argent dans le fonds monétaire du jour. Du coup, ils sont capitalisés dans le fond, c'est ça? Exactement. Et si du coup la Banque centrale rémunère actuellement autour de 2%, question un peu technique, est-ce que c'est 2% capitalisé ou c'est 2% brut, on va dire, et en fait, en capitalisant mes intérêts, je gagne un peu plus que 2%? Donc via le fonds, c'est capitalisé, donc on gagne un tout petit peu plus. Évidemment, sur ce niveau d'intérêt, l'effet capitalisation est assez faible, mais il existe. Donc effectivement, la façon dont ça fonctionne, c'est un intérêt aussi d'utiliser le fonds monétaire par rapport à acheter des bons du trésor et manuellement les relais, donc en racheter de nouvelles tranches. Quand vous êtes dans le fonds monétaire, vous avez en fait les opérations de rachat de bons du trésor quand ils arrivent à maturité qui sont automatiquement faites par le fonds. Et donc, un bon du trésor, si on peut rentrer un tout petit peu dans la technique, c'est pas une obligation qui verse des intérêts à une fréquence définie, qu'on appelle les coupons dans le mode obligataire. C'est un titre de dette qui est émis avec un discount par rapport à sa valeur faciale, qui est le montant qui sera remboursé à l'échéance. Et on appelle ça du coup un zéro coupon, en réalité. Et il y a en fait une décote à l'émission qui cristallise le rendement qu'on touche à la maturité du bon du trésor où l'intégralité du capital est payée, quoi. Ok, ouais, donc j'achète en fait quelque chose 98 et puis on me rendra 100 C'est ça. à peu près. Exactement. À l'échéance qui est toujours courte. 1 mois, 3 mois, 6 mois maximum en général, comme on se le dit. Évidemment, il y a quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, c'est l'inflation. Parce que on peut se dire que c'est juste un manque à gagner de ne pas faire rémunérer ses dépôts. Mais en fait, c'est une vraie perte
Tu parlais dans les années 70 donc de ceux qui sont à l'initiative des premiers fonds monétaires. Dans les années 70, il y avait une inflation folle, en tout cas en France, des fois ça avoisinait les 2 chiffres. 10 d'inflation, c'est ce qu'on a connu. Aujourd'hui, bon, l'inflation est plus limitée, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. C'est-à-dire que tu vois 10 000 € sur ton compte, à la fin de l'année, tu as encore peut-être 10 000 €, mais en fait, ces 10 000 € n'ont pas le même pouvoir d'achat et forcément, les prix des biens et des services qu'on achète ont augmenté, ce qui fait que tes 10 000 € valent moins. Et donc, c'est aussi important d'essayer de faire travailler le maximum de son capital et de ne pas laisser cet argent mourir à petit feu. Et donc ça aussi, ça participe d'avoir une gestion un petit peu proactive de ses dépôts. Et il fait aussi que on ne soit pas sur un compte à terme, parce que quand on est sur un compte à terme, on est bloqué. Donc forcément, on est moins enclin à mettre beaucoup d'argent parce qu'on se dit si j'en ai besoin dans un mois, je ne peux pas. Là, le fait que ce soit très liquide et instantané, en fait, on peut gérer comme ça un petit peu et optimiser au maximum. Exactement. Moi, le truc qu'on observe beaucoup, parce que nous, nos principaux concurrents, les produits concurrents de ce qu'on fait, ce ne sont pas d'autres fonds monétaires en réalité, parce que le problème des fonds monétaires en Europe est qu'ils sont assez peu accessibles. En dehors d'une clientèle informée, déjà sensible à la finance, etc., les gens globalement ne connaissent pas ces produits. En revanche, ce que les gens connaissent, c'est leur compte courant et éventuellement leur compte à terme. On a 2 concurrents, entre guillemets. C'est l'inertie des dépôts qui dort sur les comptes courants. Et donc là, il y a un enjeu d'information financière et d'explication de ce que c'est que le taux sans risque, comment on y accède, etc. Et ensuite, il y a un enjeu de concurrence versus les comptes à terme. Les comptes à terme, c'est exactement ce que tu décris avant. Ce qu'on observe, c'est qu'à cause des contraintes qu'ils ont, la résultante de ça, c'est que les gens les utilisent, certes, mais ne les utilisent pas autant qu'ils pourraient. Et donc, ils gardent toujours des montants importants sur des comptes courants ou des comptes de paiement qui sont non rémunérés. Et c'est là où le fonds monétaire est intéressant. C'est qu'en fait, grâce à sa liquidité, il vous permet de faire travailler la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, grâce à une fonction de retrait instantané, par exemple, de votre trésorerie. Et ça, c'est une énorme différence. Parfois, vous avez des taux légèrement supérieurs sur les comptes à terme, mais la réalité est que comme vous avez mettre du temps à les mettre en place, pas faire travailler, garder un coussin de sécurité important sur votre compte courant, vous vous retrouvez avec une rémunération effective moyenne sur votre trésorerie qui est en fait assez faible. Et c'est là où le fonds monétaire est vraiment puissant. L'autre inconvénient aussi des comptes à terme, c'est que si on a une autre rentrée d'argent, si le compte à terme est déjà ouvert, on ne peut pas faire de nouveaux versements, il faut rouvrir un nouveau compte à terme, ce qui allonge encore, avec une nouvelle échéance, etc. Si les taux ont baissé, on n'a pas la rémunération d'avant, etc. Exactement, il faut renégocier, etc. Ouais. Et je mettrai d'ailleurs un lien vers Spyco pour ceux qui veulent découvrir Spyco, qui veulent tester ou en tout cas qui veulent voir à quoi ça ressemble. Donc vous trouverez ça sera le premier lien en description. À qui ça s'adresse finalement Spyco? Est-ce que vraiment ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde? Ou est-ce que c'est plus quand même pour des entrepreneurs qui ont une certaine trésorerie et qui veulent optimiser au maximum? Pour revenir, pour démarrer sur ce que tu disais avant, je pense que c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas un produit d'investissement. L'élément inflation que tu mentionnais est vraiment intéressant. C'est un produit de préservation de son capital, de préservation de sa trésorerie, dans un monde où il y a globalement tout le temps de l'inflation. Pas nécessairement des pics inflationnistes comme on a connu en 2022, comme on a connu dans les années 70, mais globalement, il y a une inflation régulière dans l'économie. Et d'ailleurs, le consensus des banques centrales, des économistes aujourd'hui, c'est de considérer que c'est bien d'avoir un peu d'inflation. Et la cible qu'on vise, c'est à peu près 2%. Tiens, comme par hasard, c'est d'ailleurs le taux actuel de la rémunération des dépôts à la BCE. Donc, avoir votre trésorerie, votre argent du quotidien qui grossit à 2%, c'est vraiment important pour préserver ne serait-ce que sa valeur. Et c'est ça, nous, ce qu'on construit. C'est un produit qui est vraiment une commodité, entre guillemets. Un truc que tout le monde doit avoir parce que vous voulez juste pas que votre argent se déprécie avec les jours qui passent, quoi. C'est aussi simple que ça. Ça concerne du coup tout le monde, pour revenir sur ta question. Nous, après, on a actuellement, comme on est une entreprise encore jeune, qui démarrons, etc., une distribution qui est tournée très vers les entreprises. Donc, si vous regardez sur notre site, on parle de trésorerie. On a beaucoup travaillé pour développer des fonctionnalités qui conviennent aux entreprises, comme des relevés comptables, etc. Mais aussi, on a une interface pour les particuliers, donc un onboarding complètement en ligne, asynchrone pour les particuliers, très rapide d'ailleurs, et les IFU qui sont générés dans la plateforme. Donc, on a tout un tas de fonctionnalités qui sont vraiment adaptées à des particuliers. Les IFU, donc l'imprimé fiscal unique pour déclarer facilement, j'imagine. Exactement, pour déclarer facilement les plus-values, etc. Absolument. Le truc qu'il faut avoir en tête, c'est que, évidemment, comme tu le disais avec les exemples au début, plus on a d'argent, plus on a de trésorerie, plus le coût d'opportunité de ne pas la faire travailler est important. Globalement, ça concerne tout le monde parce que tout le monde se fait grignoter son argent par l'inflation. Mais plus t'en as, plus c'est visible. Et donc, c'est sûr que des freelances avec des holdings personnels, de l'épargne qui dort dessus, des PME, des TPE, même des ETI avec des montants importants sur les comptes courants, elles perdent
énormément d'argent. CF, notre exemple de, voilà, si tu as 1 million sur un compte courant, en fait, tu perds littéralement 20 000 euros par an au taux actuel, C'est énorme. ce qui est énorme. C'est 1 600 euros par mois, quoi. C'est ça. Versus des frais bancaires qui sont probablement bien inférieurs à ça. C'est clair. Et du coup, ensuite, sur les modalités donc, de Spyco, tu parlais des frais sur les fonds monétaires. Quelles sont la moyenne des frais sur les fonds monétaires? Quels sont aussi les frais de Spyco? Est-ce que vous prenez des frais au versement, au retrait ou autre? Oui. Donc, il y a plusieurs types de frais. Il y a les frais de gestion. Généralement, dans le monde des monétaires, ils sont entre 0,10% par an et 0,50% par an. Donc, dans le monde des fonds, c'est globalement les produits les moins chargés en frais. 0,10%, c'est des fonds monétaires avec des tailles institutionnelles, on dit. Donc, quand vous avez des montants, dizaines, centaines de millions pour faire des souscriptions, vous pouvez avoir accès à ce genre de tarifs. Et 0,50%, c'est des fonds monétaires chers, globalement, mais on en trouve. Nous, on est un peu au milieu. Nos frais sur l'euro et le dollar, ils sont de 0,25% par an, nos frais de gestion, j'insiste. Et sur le pound, le GBP qu'on vient de sortir récemment, de 0,10%. Donc on est assez bien positionné en termes de frais et compétitif pour le segment qu'on adresse, à savoir les petites et moyennes entreprises actuellement et les particuliers qui ont rempli leur livret A, etc. Maintenant, souvent viennent autour des fonds monétaires des frais annexes en plus. Pour accéder à un fonds monétaire, si vous le demandez à votre banque et que vous avez la chance qu'elle vous explique comment ça fonctionne et si c'est possible ou pas, vous allez devoir ouvrir un compte courant, puis un compte titre. Donc il y a souvent des frais associés à ça. Frais de tenue de compte, frais de garde. Il peut y avoir des frais aussi de transaction, donc au moment des entrées et des dépôts dans le produit. Bref, tout un tas de frictions qui peuvent en fait nuire à l'équilibre économique global et s'ajouter aux frais de gestion. Chez nous, chez Spyco, on n'a aucun frais de ce type. Donc les seuls frais que payent les clients sont les frais de gestion. Il n'y a aucun frais de transaction, peu importe le nombre de dépôts que vous faites et les montants associés. Il n'y a aucun frais de garde. Et on a une expérience qui permet d'ouvrir un compte dans un fonds monétaire sans avoir à ouvrir un compte bancaire et un compte titre. J'insiste vraiment là-dessus parce que l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de changer de banque. Vous gardez vos banques ou vos comptes pro, vos établissements de paiement. Vous ouvrez directement en ouvrant un compte sur Spyco, un compte dans le fonds monétaire ou les fonds monétaires si vous voulez utiliser plusieurs devises. Et vous avez directement accès aux produits. Donc il n'y a pas la complexité d'ouvrir le compte courant, le compte titre, et souvent les frais qui sont associés à ça, en plus des frais de gestion. Est-ce qu'il y a un minimum de versement? Actuellement, il y en a un pour le premier versement, c'est 1 000 euros ou 1 000 $, et les suivants sont à partir de 1 euro ou de 1 $, et les retraits, peu importe le premier ou les suivants, sont à partir de 1 euro ou de 1 $. Je ne sais pas quand le podcast sortira, ça sera peut-être changé d'ici là parce qu'on va enlever le montant minimum à 1000 pour le passer à 1 euro. On mettra un commentaire épinglé s'il y a des changements. Et tu parles donc de vos fonds monétaires en livres sterling et en dollars. Donc si je verse de l'argent sur votre fonds monétaire en dollars, j'ai des bons du trésor donc de la Banque fédérale américaine, c'est ça? Américain, exactement. Donc en fait, on a 3 fonds monétaires actuellement dans 3 devises, euro, dollar américain et livre sterling, GBP. Chacun a un sous-jacent différent. Celui en euros a des bons du trésor de l'État français, on appelle les BTF. En vertu de son mandat de gestion, il a aussi le droit d'acheter des bons du trésor allemands, italiens, espagnols, etc. La contrainte qu'on respecte juste, c'est d'acheter des bons du trésor d'État vraiment cœur de la zone euro pour globalement avoir aucun risque de crédit. On considère qu'un État, quand il émet vraiment sa dette dans sa monnaie, il n'y a pas de risque de défaut. Il y a un risque inflationniste évidemment, mais il n'y a pas de risque de défaut en tant que tel. Le fonds monétaire en dollars achète des bons du trésor. Pour le coup, il y a un seul émetteur de l'État fédéral américain. Et idem pour le fonds monétaire en GBP. Si bien que les intérêts que vous touchez tous les jours, qui sont globalement linéaires et croissants, sont des intérêts dans la devise locale. Donc si vous utilisez par exemple le bon du trésor, le fonds monétaire en dollars, vous avez évidemment un risque de change. Si à la fin vous allez comptabiliser la valeur de votre position en euros, en fonction de la fluctuation de euro-USD entre le moment où vous avez fait votre dépôt et le moment où vous allez retirer, et au quotidien par ailleurs, vous avez la variation du change, en plus de la variation des taux. Et typiquement en 2025, on a vu le dollar relativement à l'euro perdre beaucoup de sa valeur. C'est de l'ordre de, je pense, sur le début de l'année, il faudra vérifier, mais à peu près 15%. Donc ça peut être très significatif, les variations que vous vous exposez en termes de change en achetant des devises. Nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est d'utiliser ces produits que quand ils ont un intérêt vraiment capitalistique, personnel, opérationnel, quand c'est des entreprises, à avoir des devises étrangères ou un intérêt potentiellement spéculatif. Les gens sont libres de le faire, mais enfin, il faut avoir cette dimension en tête sur le taux de change. Et donc, le sous-jacent est vraiment le sous-jacent de l'État en question, de la juridiction en question. Et du coup, pourquoi proposer des produits sur différentes devises? Quels sont les avantages? Alors, peut-être que je séparerais la réponse en
en fonction des utilisateurs et peut-être des particuliers versus des entreprises. Pour les particuliers, tout d'abord, il peut y avoir une logique de diversification. En tant que Français, Européen, vous pouvez avoir un intérêt à détenir du dollar temporairement, du livre sterling, que sais-je. Donc, nous, ce qu'on permet, on est neutre quoi, de ce point de vue-là. Si les gens veulent détenir du dollar, ils détiennent du dollar, etc. Les taux en dollars, notamment, et en livre sterling, sont beaucoup plus élevés qu'en zone euro. Actuellement, autour de combien? Donc, actuellement, en dollars, on est un peu en dessous de 4%. Et pareil en GBP. Donc, c'est presque 2 fois plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui en euros. Et c'est lié uniquement au fait que les taux directeurs de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre sont 2 fois supérieurs aux taux directeurs de la Banque centrale européenne, pour simplifier. Ils pourraient baisser. Les anticipations actuelles, c'est plutôt que les taux directeurs en euros se stabilisent autour de 2% et que les taux directeurs américains, et dans une certaine mesure anglais, mais surtout américains, baissent dans les mois qui viennent. Donc on pourrait assister à une forme de convergence. Néanmoins, les anticipations du marché aujourd'hui sont que quand bien même les taux américains baisseraient et convergeraient sensiblement vers les taux européens, il y aurait toujours une différence assez importante. Donc nous, on a des clients qui veulent diversifier leur patrimoine entre plusieurs devises et donc peuvent avoir un intérêt à utiliser différents fonds monétaires. Par ailleurs, des clients qui ont un projet, j'en sais rien moi, d'achat immobilier aux États-Unis et donc ils veulent détenir du dollar. Enfin bref, il peut y avoir vraiment plein de raisons, même si nous, on est très attentifs à sensibiliser au risque de change parce que les impacts peuvent être très importants. Sur cette année, sur 2025, l'impact du change euro-USD dans un sens défavorable au dollar a été plus important que la différence de taux que vous auriez gagné en plaçant en dollars, qui est autour de 2%. Quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Pour les entreprises, là, pour le coup, on a beaucoup d'entreprises qui sont certes en France ou en Europe, mais qui ont en fait un intérêt opérationnel aux États-Unis. Des clients américains, donc ils facturent en dollars, des fournisseurs à payer aux États-Unis, donc en dollars. D'ailleurs, pas qu'aux États-Unis, en fait, en dehors de l'Europe, globalement, c'est quand même le dollar qui est la monnaie la plus utilisée. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui sont complètement locales, si vous voulez, mais qui ont des dollars en vertu de leur business. Et donc, nous, on leur permet de faire travailler leurs dollars et de garder des dollars parce qu'elles ont un intérêt à en garder au taux sans risque de la Fed, donc autour de 4%. Est-ce que, donc tu parlais de, par exemple, quelqu'un qui veut acheter une maison aux États-Unis, donc il veut commencer à avoir des dollars et donc il peut utiliser le fonds monétaire libellé en dollars. Est-ce que tu as des cas concrets de clients chez Spyco, de chefs d'entreprise, où tu sais, voilà, est-ce que tu peux nous donner des exemples ou même des chiffres si tu as sur tes clients? Donc, actuellement, on n'a pas loin de 2000 clients B2B, donc entreprises. Ok. Parmi ces clients B2B, on a beaucoup de types différents. On a des holdings personnels, patrimoniales, on a des SCI, on a des sociétés de profession libérale, de dentistes par exemple. On a beaucoup de startups, c'est un peu notre cœur d'activité, notre cœur de distribution initiale. Et ça va d'une startup, comme on dit, pré-seed, entre guillemets, pré-amorçage, donc qui vient de lever son premier tour de financement, à des startups beaucoup plus grosses, des scale-up même, comme on dit, du type Penny Lane, par exemple, c'est un de nos clients publics, et aussi pas mal de PME, en réalité. Et donc c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la tech, qui sont partout en France, même en Europe. On commence à avoir des clients qui nous contactent d'autres pays. Actuellement, on fait que la distribution en France, parce qu'on n'a pas encore la licence pour faire la distribution en dehors de la France. Mais on peut accepter des clients qui nous contactent, donc typiquement par recommandation ou autre. Donc c'est une assez grande variabilité de clients. Collectivement, ces gens-là font travailler, pour vous donner les ordres de grandeur, à peu près 500 millions d'euros dans nos produits actuels. Ok, c'est énorme déjà. Donc c'est beaucoup. Et le reste, ce sont des particuliers. Et parmi les particuliers, alors on les connaît pas tous, hein, on a une expérience très produit, comme un Revolut ou un Wise, si vous voulez. Donc on a plein de clients qui créent leur compte dont on n'a jamais entendu parler et avec qui on n'échange pas. Ouais, complètement en autonomie. On n'a pas une expérience vraiment courtier, très personnalisée. Si les clients veulent des conseils, bien sûr, on leur donne. Ils ont toujours un humain pour leur répondre, mais ils peuvent aussi être totalement autonomes et ne jamais nous parler s'ils le souhaitent. Donc il y a plein de clients que je ne connais pas en réalité. Et parmi les particuliers, on en a plusieurs milliers aujourd'hui. Et je sais que, pour te donner quelques exemples, on a des gens par exemple qui ont touché un héritage ou touché un bonus ou touché une indemnité de licenciement, que sais-je, tu vois, des montants un peu exceptionnels et qui se disent je vais un jour le faire retravailler, probablement l'investir, un achat immobilier, acheter des actions, que sais-je. Mais en attendant de prendre cette décision, je veux le faire travailler sûrement et tranquillement. Et donc, ils utilisent notre fonds monétaire pour ça. Est-ce que, à part les fonds monétaires, quelle est la vocation de Spyco? Est-ce que vous avez d'autres produits que vous voulez créer? Je le disais avant, mais j'insiste là-dessus. On a la particularité de ne pas être, entre guillemets, que des courtiers et donc de construire nos produits de trésorerie. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Les fonds monétaires qu'on a lancés, c'est des fonds monétaires Spyco, brandés Spyco, qu'on a
créé from scratch, entre guillemets. Et donc, pour nous, c'est important parce que ça nous donne une forte compréhension de ces produits et une forte maîtrise de la chaîne de valeur et des différentes briques techniques et métiers de la conception et ensuite, du coup, de la distribution de ces produits. Donc, on a démarré dans l'univers monétaire parce que, pour moi, c'est la base, tout simplement. Ça, je pense que ça ressort un petit peu de notre échange. C'est vraiment la commodité, le produit basique auquel tout le monde devrait avoir accès, jusqu'au jour où peut-être les banques rémunéreront les dépôts au niveau de la facilité de dépôt de la BCE, auquel cas peut-être que les fonds monétaires serviront moins. Quoique, ils serviront toujours à diversifier le risque, hein, parce que le gros intérêt des fonds monétaires, en plus du rendement, c'est maîtriser le risque de contrepartie. Vous n'êtes pas sur le bilan de la banque, vous êtes copropriétaire avec les autres détenteurs / utilisateurs du produit du portefeuille, en l'occurrence de bons de trésor. Et en tout cas, on veut répliquer ça sur différents produits de trésorerie pour te donner une idée de la direction. Donc les monétaires, c'est super pour faire travailler du cash de très court terme, de façon hyper sûre, hyper linéaire, hyper fiable. Maintenant, pour des trésoreries plus complexes, plus sophistiquées, avec différents horizons de placement, différentes appétences de risque, on peut créer beaucoup d'autres produits. Et donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On a commencé d'ailleurs à le faire avec un nouveau produit là qu'on va bientôt annoncer. Et on va répliquer ça le plus largement possible. Donc, ce qu'on fait au quotidien, c'est que on est des experts de la trésorerie, du cash management, et on réfléchit toujours à, OK, quels sont les meilleurs produits de trésorerie qui existent aujourd'hui dans le marché, comment on peut les créer au mieux, au plus vite, et les distribuer de façon la plus simple possible à nos clients. Que ce soit en direct, des particuliers, des entreprises, ou des fintechs, en indirect, via notre API, si elles veulent elles-mêmes le distribuer à leurs propres clients. C'est aussi un segment important chez nous. Et voilà, donc en fait, on est expert de cash management et toujours à la recherche du meilleur produit de placement de trésorerie en fonction des conditions de marché, etc. C'est ça notre métier. Et du coup, pour le prochain produit que vous allez créer, est-ce que tu veux nous en dire plus? Carrément. Donc, on a, comme je vous le disais, beaucoup réfléchi à quel était le meilleur produit de trésorerie qu'on pouvait sortir après les fonds monétaires. Et on va se lancer sur un type de stratégie de placement de trésor qu'on appelle le cash and carry. Donc, je pense que la plupart d'entre vous auront jamais entendu parler de ça. Et donc, je vais expliquer rapidement comment ça marche. C'est très utilisé dans l'industrie financière par les hedge funds, etc., pour faire travailler du cash. Et globalement, pour le résumer, c'est une stratégie d'arbitrage temporel sur des marchés à terme ou sur des courbes à terme. Donc, vous prenez un instrument financier ou une matière première. Prenons l'exemple du blé, par exemple, pour donner un truc très concret. Le blé, vous pouvez l'acheter comme n'importe quelle matière première sur des marchés qu'on appelle les marchés spot, au comptant. Donc immédiatement, pour livraison tout de suite ou le plus vite possible. Et vous pouvez l'acheter aussi à terme. Et l'acheter à terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez un contrat, qu'on appelle un contrat futur, typiquement, qui permet de déterminer aujourd'hui le prix auquel vous pourrez recevoir le blé dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et de la même manière qu'il y a un acheteur, il y a un vendeur. Et ces contrats à terme, qu'on appelle les futurs, ils sont négociés sur des places boursières qui ont standardisé ces produits. Donc par exemple, en France, sur le blé, Euronext est très connu pour ça. Et à l'échelle mondiale, la plus grosse bourse de dérivés du monde s'appelle le CME, Chicago Mercantile Exchange, sur lequel vous trouvez des futurs pour presque tout et n'importe quoi. Des obligations d'État, n'importe quel type de matières premières, des métaux, etc. Pour expliquer le cash and carry, c'est une stratégie de cash qui se repose sur des opportunités qui existent sur les marchés à terme. Je m'explique. Si jamais vous repérez un prix à terme, donc le prix d'un futur à 1 mois, qui est supérieur au prix spot, vous avez un arbitrage très simple qui consiste à acheter le spot et simultanément à vendre le futur à 1 mois. Le futur ayant un prix supérieur au spot, le rendement, vous bloquez un rendement qui rémunère votre trésorerie du coup sur l'horizon en question, 1 mois, au taux qui est la différence entre le prix du futur et le prix du spot. Donc par exemple, le spot, il est à 100. Voilà. Le futur à 1 mois, il est à 101. Voilà. J'achète aujourd'hui mon blé. Mais je vais recevoir le blé. Le blé, peut-être, ça marche pas ici. Non? Alors, voilà, on peut rentrer dans le détail si tu veux de comment tu évites les problèmes physiques, mais c'est exactement ce que tu décris. Le prix du blé spot est 100, le prix à terme 1 mois est 101. Tu achètes le spot, tu vends le futur et tu touches 101 moins 100. Si ce rendement, donc la différence entre le prix du futur et le prix du spot, est supérieur au rendement des bons du trésor, qui est en fait le taux de la banque centrale, alors vous avez une stratégie de placement de cash qui est vraiment intéressante parce que vous pouvez bloquer un rendement garantie sur une période donnée à un taux qui est plus intéressant que le taux monétaire dont on se parlait avant. Et donc, ça pose plein de questions, ces stratégies. Ça pose des questions opérationnelles, comment je la mets en place,
comment j'évite les problèmes physiques. Donc, si c'est sur une matière première de réception du sous-jacent ou de stockage. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle ces rendements peuvent être élevés, c'est qu'il peut y avoir des enjeux de stockage. Vous avez acheté du spot sur le blé, sur un métal, etc. Bon, bah, pendant le temps où vous tenez la position, jusqu'à la fin du mois, vous devez le stocker. Le stocker, ça coûte cher, et donc ça doit être déduit du rendement que vous avez bloqué. Et est-ce que, déduit de net des frais de stockage, par exemple, la stratégie de cash and carry est toujours plus intéressante que les bons du trésor à avoir? Nous, ce qu'on a fait, c'est assez simple. Donc, c'est des stratégies qui existent, hein. Le cash and carry, c'est hyper utilisé, connu en finance, très répandu. Par exemple, quand les taux en Europe étaient très bas, à 0, voire négatif, là, avant le choc inflationniste, il y avait beaucoup de cash and carry sur les marchés carbone. Donc en Europe, et le carbone a un intérêt, c'est que c'est purement, il n'y a pas de physique, quoi. Ouais, c'est immatériel. Exact, c'est immatériel. C'est des quotas carbone. Exactement, sur les quotas carbone. Et donc le marché des quotas carbone est organisé à Amsterdam, sur une plateforme d'échange qu'on appelle ICE. Et donc les gens faisaient du cash and carry, ça rapportait 2, 3, 4% à l'époque, ce qui était énorme par rapport au taux des bons du trésor qui était à 0 globalement. Ok. Ouais, donc là, il n'y a pas de stockage. Et là, il n'y a pas de stockage. Donc j'achète 100. Dans un mois, je sais que ce truc-là, je vais le vendre 101 Voilà. et je vais toucher 1 en fait. Exactement. Ok. Et tu peux le faire sur des bons du trésor, des obligations souveraines. La plupart des instruments financiers ont des marchés à terme. Et donc la seule chose qu'il faut faire, c'est identifier une courbe à terme croissante et implémenter cette stratégie de long short. J'achète le spot, je vends le futur. Ça peut être fait d'ailleurs à n'importe quel endroit de la courbe. Ça peut être fait entre le futur 2 mois et le futur 3 mois, avec le même horizon, exactement 1 mois, qui est la différence entre les deux, qu'entre le spot et le 1 mois, dont on parlait avant. Et c'est vraiment très réplicable sur pas mal de dimensions. Nous, on a choisi de le faire au début sur les actifs numériques, donc le Bitcoin et l'Ether notamment. Pourquoi? Une raison à ça, c'est que y a pas de stockage, là non plus. En tout cas, il y a pas de... Bien sûr, il faut, comme on dit custody dans l'industrie, conserver du Bitcoin et de l'Ether qu'on a acheté en spot, mais ça n'a pas du tout les coûts de stocker du blé ou du je ne sais quel métal. Et deuxièmement, ce qu'on observe ces dernières années, sur une échelle assez longue, 5-10 ans maintenant, c'est que les actifs numériques, les cryptos, ont des courbes à terme structurellement très croissantes, tendanciellement en tout cas très croissantes. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés encore très spéculatifs globalement et encore assez retail dans leur dynamique. Et donc, les marchés étant spéculatifs, les gens voulant s'exposer au risque, etc., et pariant sur la hausse de ces actifs, ça crée ces fameuses courbes à terme. Donc, le CME, par ailleurs, qui est l'exchange le plus gros du monde pour négocier des contrats de dérivés, ayant créé des contrats Bitcoin et Ether, qui fonctionnent comme les contrats sur n'importe quel sous-jacent, on peut le faire avec une garantie de sécurité vraiment importante. J'insiste là-dessus parce qu'en fait... C'est la plus grosse place de marché pour... Exactement. Et ils ont une chambre de compensation qui est un tiers qui s'interpose entre tous les acheteurs et tous les vendeurs pour absorber le risque de défaut. C'est très important de le faire sur une structure comme ça parce que quand vous faites cette stratégie, vous avez un risque de contrepartie sur l'exchange, où vous prenez la position vendeuse sur le futur. Et si vous le faites sur des exchanges, par exemple crypto, avec des réputations sulfureuses ou des modèles de risque qui ne sont pas aussi solides que celui du CME, vous n'avez pas le même niveau de risque que sur le CME. CME, de toute façon, c'est vraiment la finance traditionnelle, c'est la plus grosse bourse réglementée. Ok. Ouais, exactement. Et donc nous, on a lancé ce produit de cash and carry là tout récemment. On va l'annoncer bientôt, donc peut-être que ce sera déjà annoncé. Et on fait tout simplement cette stratégie de cash and carry sur les contrats Bitcoin, Ether au CME. Ça rapporte historiquement de l'ordre de 9%. En dollars, j'insiste sur le dollar par an, annualisé. Donc net de frais et avec le hedging euro-dollar, ça rapporte 5-6% en euros. Ok, sans le risque de change. Et c'est important de préciser qu'il n'y a pas de risque directionnel. Donc j'achète un Bitcoin, imaginons qu'il vaut 100 000. Je sais que dans un mois, je le revends 101 000. Et je sais qu'on va me le reprendre à ce prix-là, même si le Bitcoin a chuté à 80 000. Quoi. C'est cet arbitrage-là que vous faites sur... En fait, c'est une stratégie où peu importe le sous-jacent. Il faut juste trouver le sous-jacent le plus intéressant. Et qu'est-ce que veut dire intéressant ici? Ça veut dire qu'il y a une courbe à terme croissante. Et qui est plus intéressant que les bons du trésor. Voilà. Et ce qu'on fait par ailleurs, quand la courbe à terme sur le Bitcoin et l'Ether, en l'occurrence actuellement, et on va progressivement élargir, je pense, à d'autres actifs, et pas croissante, ou avec en tout cas pas suffisamment croissante pour rémunérer mieux que des bons du trésor, on reste en bons du trésor. Donc le produit fonctionne comme un monétaire, pour prendre une analogie, avec un taux plancher qui est le rendement des bons du trésor, et l'upside opportuniste du rendement du carry quand il existe. C'est-à-dire quand la courbe à terme est suffisamment croissante. Par contre, là, c'est pas un produit sur lequel
il faut se positionner au jour le jour. C'est pas un produit qu'on veut utiliser au quotidien pour gérer du fonds de roulement, du cash de très court terme. Pourquoi? Parce que il est liquide. Donc, vous pouvez entrer et sortir tous les jours. Mais quand vous êtes entré dans un carry, donc quand par exemple le premier du mois, vous avez fait long sur le spot et short sur le futur, en fait, il faut attendre la fin du mois pour cristalliser le rendement que vous avez locké. Si vous sortez en cours de mois, vous n'êtes pas du tout à l'abri de en fait, perdre de l'argent concrètement. Parce que le spot et le futur continuent à traiter. La différence qu'on a bloquée en début de mois, elle n'est pas extrapolée linéairement, quoi. Et en valeur de marché, ça continue à bouger, elle est volatile. Et donc, il n'y a pas un bon moment prédictible pour rentrer en cours de mois. Globalement, c'est une stratégie qu'il faut tenir sur quelques mois pour avoir le rendement attendu historiquement. Et donc, on ne le recommande pas du tout sur des horizons de très court terme. L'horizon recommandé, c'est plutôt 3 mois. Bon, c'est quand même assez exceptionnel de réussir à retailiser ça, bon, j'aime pas ce terme, mais de rendre ça accessible aux particuliers, aux chefs d'entreprise, alors que jusqu'ici, ça, c'est une stratégie que personne connaît chez les particuliers et qui est utilisée uniquement par des institutions financières, des hedge funds, alors même que ça peut être très intéressant et avec un risque très faible. Donc ça, c'est une de vos expertises chez Spyco et un prochain produit, donc peut-être déjà annoncé au moment où ça sort. Maintenant, juste pour ouvrir un petit peu ce raisonnement autour du business model des banques, etc., est-ce que tu penses que ces comptes courants, pardon, qui ne sont pas rémunérés, est-ce que tu penses que ça va perdurer dans le temps? Ou est-ce que tu vois les banques prendre un tournant? Bon, tu disais que les deux principaux freins, c'était l'éducation financière. Aujourd'hui, quand même, on en est loin de que tout le monde comprenne vraiment ce qui se passe quand on met de l'argent à la banque. Mais bon, de plus en plus, et aussi grâce à notre génération, tu vois, qu'il y a un vrai shift au niveau de l'éducation financière, qui se renseigne de plus en plus. Mais en même temps, c'est une grosse source de revenus pour les banques. Est-ce que tu penses que ça va changer ou est-ce que finalement Spyco a un bel avenir devant lui? Je suis optimiste, au sens où je pense que oui, ça va changer. L'éducation financière, tu sais mieux que moi d'où on part, combien de temps ça prend, etc. C'est le premier pilier. Et le deuxième, c'est l'accessibilité de ces produits. Donc, Spyco, et demain, j'espère, beaucoup de concurrents de Spyco. Plus on a de concurrents, plus les banques commencent à rémunérer les dépôts, mieux c'est. Parce que ça veut dire que, en fait, le marché le demande. Et si le marché le demande, c'est que les gens sont informés. Pour nous, c'est une opportunité. En fait, on veut plutôt capturer une petite fraction d'un très très gros marché, parce que tout le monde recherche ça, que être tout seul sur un tout petit marché parce que les gens ne sont pas informés. Ouais, tu veux que ce message soit Diffuse. véhiculé. Ouais, Exactement. Et c'est l'objet de ce podcast, entre autres, etc. Et donc, nous, oui, je ne suis pas inquiet du tout de cette concurrence. Plus ça se sait, mieux c'est. Ce qu'on observe, c'est que globalement, en fait, dès que les gens sont informés, ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent les meilleurs produits. Et donc là, il faudra se différencier avec une meilleure interface utilisateur, une meilleure expérience utilisateur, une diversité de produits, typiquement le cash and carry, d'autres demain qu'on va lancer, etc. C'est ça, nous, notre vision, notre cœur de métier, et là où on veut aller, tu vois. Pas rester sur un petit segment de gens informés comme c'est le cas aujourd'hui. Et je suis optimiste sur le fait que effectivement les gens vont être de plus en plus informés grâce à typiquement des podcasts comme le tien, des actions comme les tiennes. Je suis optimiste sur le fait que du coup les dynamiques de marché vont évoluer avec le niveau d'information, le fait qu'il y aura de plus en plus de concurrence. Néanmoins, si on prend un petit peu de recul, on a une expérience naturelle intéressante avec le modèle américain. En fait, les fonds monétaires aux États-Unis se sont développés dans les années 70, ils ont été créés là-bas. C'est devenu une énorme classe d'actifs. En gros, si on prend l'encours, donc l'argent d'épargnants, de trésoriers qu'il y a dans des fonds monétaires aux États-Unis, il est 10 fois plus élevé. C'est l'ordre de grandeur pertinent. En réalité, c'est un tout petit peu moins, mais 5 à 10 fois plus élevé, et c'est plus proche du 10 que de 5, que ce qu'il y a en Europe. Et quand on regarde un peu sous le capot, ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de particuliers, de petites entreprises, etc., qui détiennent ces produits. Et c'est une très bonne chose. C'est ça que nous, on essaie de construire et de développer en Europe. Mais on a déjà un retard énorme en fait à rattraper sur les États-Unis avant d'en arriver là. Et ce que je veux dire, c'est que même quand tu regardes le marché américain, quand bien même les fonds monétaires sont une énorme classe d'actifs, assez bien démocratisée, commoditisée, etc., tu trouves quand même toujours des rémunérations des dépôts mauvaises dans le système bancaire. C'est moins pire que chez nous. Globalement, c'est moins compliqué d'avoir des dépôts rémunérés aux États-Unis que ça dans les banques, que ça ne l'est en Europe. C'est beaucoup plus facile d'avoir accès à des fonds monétaires, vous avez aussi beaucoup plus d'optionnalités. Mais les banques ne rémunèrent pas encore les dépôts au niveau de la Fed aux États-Unis. C'est pas vrai. Quand bien même, il y a il y a des décennies de développement de fonds monétaires derrière eux. Donc,
À quelle vitesse ça va se faire en Europe? Franchement, je ne sais pas. En regardant le modèle américain, une façon de dire que peut-être on n'y arrivera jamais vraiment. Et que de toute façon, tant que les fonds monétaires ne pourraient pas être utilisés comme moyen de paiement, il y aura toujours un privilège, entre guillemets, une utilité au dépôt bancaire ou à l'argent qui est dans des établissements de paiement, sur des comptes pro, etc. Parce qu'il y a, entre guillemets, cette utilité de paiement que ne fournit pas le fonds monétaire. Tu penses qu'un jour on pourra payer avec son fonds monétaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À une époque, en fait, historiquement, on payait en fait en obligations d'État aux États-Unis. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Pourquoi pas? C'est juste une question réglementaire. C'est intéressant par rapport à ce qu'on fait aussi d'un point de vue technique, tenue de registre. Donc c'est un peu plus du back-office, mais je le mentionne quand même, c'est que nous, on permet par exemple la transférabilité 24/7 des parts de fonds monétaires grâce à une technologie qu'on appelle la tokenisation. Et ça ouvre, pourquoi pas, le monde à utiliser les fonds monétaires comme instrument de paiement. À partir du moment où je peux le transférer très simplement, quand je dis je, c'est ma part de fonds monétaire, elle a une valeur qui est claire, qui est stable dans le temps, elle augmente tous les jours en vertu des intérêts des bons du trésor. Pourquoi pas l'utiliser comme un moyen de paiement? Ouais, on pourrait avoir quelqu'un qui connaît bien aussi les fonds monétaires en face et qui accepte complètement d'être payé par des parts de ce fonds. Exactement, cette une transaction en fonds monétaires. Donc il y a beaucoup d'enjeux réglementaires, mais je pense qu'in fine, c'est pas un problème technique, c'est un problème réglementaire. On sait faire, nous aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, des fonds monétaires dont les parts, les actions, sont transférables 24/7 dans le monde entier avec une finalité, c'est-à-dire une rapidité de transfert, de règlement qui est extrêmement courte, de l'ordre de la seconde, grâce à la tokenisation. Et donc, pourquoi pas payer avec? Donc c'est pas un problème technique, c'est plus une volonté réglementaire, politique finalement. C'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Je demande à chacun de mes invités quel est son petit secret d'investisseur, en tout cas son meilleur conseil. Quel est ton secret d'investisseur, Paul Adrien? Je suis pas un investisseur avant tout, donc caveat là-dessus. Nous, on est, vous l'avez compris, vraiment dans le monde du cash, quoi, de la préservation du capital, mais ce qui est le préalable pour pouvoir investir. Donc, à mon avis, je m'intéresse quand même beaucoup à l'investissement à titre personnel, donc je peux te donner mon avis là-dessus. Je pense qu'une grande qualité, c'est la patience. Un bon investisseur sait attendre la bonne opportunité. Et c'est là où les fonds monétaires peuvent être intéressants, parce que c'est une poche de cash en attendant de pouvoir investir. Et je pense aussi qu'il y a une autre qualité de l'investisseur, c'est d'avoir, entre guillemets, une vue forte avant qu'elle devienne consensuelle. C'est très bien d'investir avec le consensus, et il faut faire ça. Globalement, c'est ça qui permet aux gens, en tout cas, qui n'ont pas le temps de s'intéresser à l'investissement, de rémunérer leur capital, de le faire grossir, et donc d'avoir des rendements qui sont corrélés au marché. Mais si vous voulez avoir des rendements qui sont décorrélés du marché, ça peut être dans les deux sens, hein, mais potentiellement des rendements du coup exceptionnels, il faut avoir une vue sur le marché avant qu'elle soit consensuelle. Et ça, c'est difficile, c'est un gros risque, parce que si on a tort aussi et que ça ne devient jamais le consensus, on ne gagne jamais. Mais si c'est le cas, c'est potentiellement des retours sur investissement qui sont monstrueux. Et les gens qui ont anticipé, par exemple, en 2022, la courbe du hausse de l'or dans le contexte de tensions géopolitiques, avant que ça devienne plus mainstream, ont gagné beaucoup d'argent. Les gens qui ont cru au Bitcoin, avant que ça devienne pareil mainstream, ont gagné énormément d'argent. Donc, je pense que c'est ces deux qualités, quoi. Patience et conviction. En tout cas, tous ceux qui veulent tester Spyco, qui veulent ouvrir un compte chez Spyco, découvrir la plateforme, on mettra du coup un lien en description pour ceux que ça intéresse. Et merci beaucoup, Paul Adrien. Merci. J'espère que vous avez appris comment fonctionnent vraiment les banques, leur business model, la monnaie, comment ça fonctionne aussi la monnaie. On a essayé de vulgariser tout ça et même des stratégies qui vont plus loin comme le cash and carry. Et encore, je vous le disais en intro, mais je pense que voilà, vous allez entendre parler de Spyco de plus en plus. Merci Paul Adrien, à la prochaine. Merci à toi. À bientôt.